Quand on est freelance, il n'y a pas de place à pourvoir, si vous voulez. Il n'y a pas de nombre de places définies, puisque en fait, en tant qu'illustrateur freelance, bon, il y a plusieurs branches de l'illustration, mais si on fait de l'illustration de commande, c'est-à-dire qu'on veut travailler avec des clients, bah en fait on comprend vite que toutes les marques, toutes les entreprises dans le monde sont des clients potentiels, et que tous ces clients potentiels vont pas avoir un seul projet, mais ils peuvent en avoir des centaines, vous voyez? Et quand on sait que grâce à Internet, on n'a absolument plus de barrières, même pas la barrière de la langue, parce qu'aujourd'hui, avec Google Traduction, on peut très bien écrire un mail en anglais, d'accord? Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas un nombre de places à pourvoir, en fait. Donc ça, c'est une pensée qui peut vraiment vous faire du mal, de vous dire, et de vous assonner en permanence, de vous mettre des coups de bâton comme ça, en mode, de toute façon, c'est impossible, j'y arriverai jamais, il n'y a pas assez de place, etc., j'arrive trop tard. Tout ça, ça vous rend pas service, quoi, si vous voulez. Mais vraiment pas. Ça vous maintient dans cette situation de vous dire, je suis mince, j'ai loupé le coche, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouvel épisode d'illustration de podcast. Moi c'est Elodie, encore une fois on se retrouve sur YouTube aujourd'hui. Alors je peux vous dire que j'ai une pression avec ces épisodes qui sont filmés. C'est pas du tout la même salade de s'enregistrer face à son ordinateur en train de lire un texte et face à une caméra où là du coup faut être un petit peu plus concentré, on va dire. Donc j'espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu, j'espère qu'il vous a pas semblé décousu en tout cas. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois en vidéo. Si vous êtes sur le podcast et que vous avez envie de voir ma tête, ça se passe sur YouTube, donc vous pouvez aussi voir ça directement sur mon blog. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous les 6 erreurs classiques des créatifs. Alors, il y a quelques temps, j'ai organisé un sondage parmi ma communauté pour essayer d'identifier leur blocage. Voilà, c'est quelque chose que je fais assez fréquemment pour essayer de prendre le pouls un petit peu de ma communauté, savoir ce qui les bloque, savoir quels sont leurs challenges du moment, etc. Je le fais régulièrement parce que c'est quelque chose qui peut changer avec le temps. Les blocages, les difficultés peuvent évoluer, c'est pas toujours les mêmes. Par exemple, pendant la période du Covid, tout le monde était inquiet par rapport à la situation économique, par rapport au fait que y ait beaucoup moins de commandes clients, évidemment, parce que toute l'économie était à l'arrêt, si vous voulez. Donc ça, c'était vraiment une crainte, une peur légitime d'il y a 3-4 ans. Et ensuite, là, cette année, si vous voulez, ou depuis 2 ans, je sais plus, c'est l'intelligence artificielle qui est apparue dans nos vies et du coup qui fait vraiment peur aux artistes en particulier. Mais du coup c'est important pour moi de comprendre un petit peu quels sont vos blocages parce que ça peut m'aider justement à mieux dénouer vos problèmes et à y apporter des solutions en tout cas. Et donc justement, à la suite de ce sondage, j'ai identifié 6 erreurs assez récurrentes chez les créatifs et je vais vous donner comme d'habitude quelques conseils et quelques solutions pour essayer de les corriger. Mais on va voir que ces erreurs sont souvent liées à nous-mêmes et à notre mindset et peuvent parfois agir comme des excuses pour nous empêcher d'avancer dans nos objectifs. Et c'est pour cette raison que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Alors la première erreur, c'est de vouloir tout faire en même temps et si possible, le plus vite possible. Alors beaucoup d'entre vous ont par exemple un boulot à plein temps. En plus de ça, ont des enfants, un, voire plusieurs. Déjà, forcément, manque de temps de base, parce que quand on a un boulot à plein temps plus des enfants à gérer, c'est forcément pas les mêmes conditions que quelqu'un qui a pas d'enfants, qui est freelance à 100% et donc a tout son temps libre pour développer son activité. C'est sûr que c'est pas les mêmes conditions. Donc déjà, franchement, si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous avez un boulot à plein temps et des enfants, je vous dis bravo parce que vous êtes courageux et c'est pas donné à tout le monde d'essayer de développer une activité. Il y en a qui arrivent, quand même je vous le dis, c'est important, c'est pas un frein définitif et on va essayer de faire en sorte que cette pensée limitante ne se mette pas en travers de votre chemin. Donc la première chose, c'est d'être plus indulgent ou indulgente envers vous-même. C'est tout à fait normal de ne pas pouvoir être sur tous les fronts quand on a des enfants, un boulot à plein temps, etc., etc. Complètement normal. Et vous n'êtes pas seul dans cette situation, je tiens à vous le dire. Et c'est pas un frein définitif, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un boulot à plein temps et des enfants que ça y est, c'est impossible, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas les mêmes chances que tout le monde, etc. Ne laissez pas cette pensée limitante se mettre en travers de votre chemin, c'est vraiment important. Aujourd'hui, même si rien ne vous semble concret, si vous êtes vraiment au tout début de votre activité ou que vous avez déjà un pied dedans, mais qu'il n'y a rien de vraiment concrétisé, si vous voulez, et que les choses vous semblent un peu abstraites, que vous n'avez pas vraiment l'impression d'être une illustratrice ou un illustrateur parce que voilà, il y a rien de palpable quoi si vous voulez, c'est quand même important que vous preniez votre activité pour un vrai business, c'est-à-dire que
à partir du moment où vous voulez en faire un métier, c'est-à-dire vraiment générer des revenus tant qu'à faire, quitter votre boulot et faire vraiment voilà, le métier que vous aimez à 100%, si c'est ça votre objectif, il faut vraiment dès le début prendre cette activité comme un vrai boulot. Donc c'est-à-dire avec des horaires, des plages horaires, etc. Alors vous allez me dire, mais j'ai pas le temps, Elodie. Mais justement, moi je vous invite à faire un audit de votre semaine pour pouvoir commencer à identifier les plages horaires que vous pourriez grignoter dans votre semaine pour les consacrer à votre activité. Peut-être par exemple que ça peut être quelques heures le matin ou quelques heures le soir. Alors moi j'ai pas d'enfant donc forcément je peux pas vous donner de conseils concrets par rapport à ça. Par contre je connais quelqu'un qui a des enfants et qui est mon amie, c'est mon assistante Laetitia. Pour vous parler d'elle un petit peu, si vous n'êtes pas dans mes programmes et que vous n'avez pas eu l'occasion de la rencontrer, les membres d'éclairés et les membres d'illustration d'atelier la connaissent bien. Mais en fait Laetitia c'est donc mon assistante, mais à côté de ça, elle développe aussi son business dans le web design. Évidemment, elle a moins de temps et surtout Laetitia c'est une maman qui a 2 enfants, qui doit donc gérer le quotidien avec ses enfants, qui est une super maman, donc qui passe du temps de qualité aussi avec ses enfants et avec son conjoint et qui donc a aussi cette peine de trouver du temps pour développer son activité. Comme on discute beaucoup toutes les deux, elle m'a avoué là il y a quelques temps qu'elle avait décidé de se lever plus tôt le matin. Jusqu'à maintenant elle avait l'habitude de se lever le matin à 6h45 et là elle a décidé de se lever à 6h pour pouvoir grignoter 45 minutes le matin pour pouvoir être tranquille pendant que les enfants dorment, au calme, et de se dire de toute façon là j'ai 45 minutes en mode focus à fond, c'est pas le moment de procrastiner. Elle m'a confié que ça lui avait vraiment fait gagner vachement de temps. Alors après il faut être du matin parce que si c'est pas votre truc, si quand vous vous levez vous mettez 2 heures à immerger, ça sera peut-être pas la solution qui vous conviendra le mieux. Peut-être que ça sera peut-être le soir, vous aurez peut-être envie de grignoter quelques heures comme ça le soir, mais peu importe, l'idée c'est de réussir à trouver des plages horaires dans votre semaine, de les écrire dans votre calendrier ou dans votre planning, peu importe, histoire que ça devienne des non négociables et surtout que ça soit considéré comme du travail en fait, comme des choses obligatoires dans votre semaine pour vraiment en faire une priorité et considérer votre activité comme un vrai boulot, mais genre dès le début, vraiment dès le début. Dès la première seconde où vous dites je ferais peut-être bien de l'illustration en tant que pro, de façon à en vivre vraiment et de quitter mon boulot un jour. Si c'est ça votre rêve, j'ai envie de vous inviter à voir si c'est pas possible pour vous de faire quelques petits sacrifices, d'éventuellement grignoter 2 heures par-ci dans le week-end aussi, en vous disant bon allez, pendant 2 heures là je vais confier mes enfants à mon conjoint ou ma conjointe ou à des proches de la famille, histoire de dire allez, 2 heures de travail en mode focus, franchement vous pouvez en faire des choses en 2 heures, parce que quand vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps comme ça à consacrer, souvent ça vous donne un coup de pied aux fesses. Alors certes, ça ne changera pas le fait que vous avez moins de temps que quelqu'un qui est en freelance, mais ça sert à rien de vous comparer. Vous, votre situation, elle est comme ça. Il faut que vous fassiez avec ce que vous avez. Et donc, ça veut dire forcément revoir vos priorités, déterminer vraiment les choses les plus importantes à accomplir. Donc, ça veut peut-être dire que dans un premier temps, vous allez travailler que sur votre portfolio. Ça veut peut-être dire que vous n'allez pas pouvoir poster sur Instagram dans un premier temps. Mais j'ai envie de vous dire, franchement, si vous n'avez pas beaucoup de temps, concentrez-vous sur le fond, c'est-à-dire vraiment trouver votre style, développer votre portfolio, etc. Plutôt que de vous dire, bon, bah, je vais essayer de percer sur Instagram en postant une fois de temps en temps. Ça, c'est vraiment la mauvaise stratégie parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, mettre toutes vos billes dans Instagram, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc, c'est vraiment pas ce que je vous conseille de faire. Faites un audit de votre semaine, essayez de déterminer ces fameuses plages horaires que vous pouvez vraiment instaurer dans votre semaine. Et voilà, écrivez-les dans votre planning hebdo, voyez, vous écrivez vraiment les horaires, etc. Hop là. Et comme ça, vous savez, toutes les semaines, vous faites ça, vous faites votre planning hebdomadaire. Vous faites ça par exemple le dimanche soir ou le lundi matin. Vous mettez au feutre. Moi, j'aime bien utiliser du feutre pour bien voir les trucs importants. Vous mettez bien ça, les différentes plages horaires dans votre semaine, et comme ça, vous savez à l'avance quand est-ce qu'il faudra que vous soyez en mode travail pour votre activité. Alors bien sûr, si vous avez peur de malgré tout procrastiner pour tout un tas de raisons, moi j'ai un petit conseil à vous donner qui marche bien avec moi. Et pourtant, Dieu sait que je peux procrastiner sur des tâches qui sont difficiles. C'est de vous mettre un petit timer de 20 minutes. Donc c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone ou autre et vous mettez 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, vous mettez votre téléphone en mode avion. Limite, vous le mettez loin, votre téléphone. Vous coupez vos mails, vous coupez tout ce que vous avez et vous travaillez pendant 20 minutes.
Pendant 20 minutes, vous travaillez sur votre tâche. Le plus souvent, le plus difficile, c'est de commencer parce que quand la difficulté est trop grande ou qu'on a trop de pression, on peut avoir tendance à dire oh, bah, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Instagram et puis je vais parler à ma copine sur WhatsApp ou je vais aller voir, je sais pas, sur ma page Facebook ou je ne sais quel réseau. Vous voyez, les premières minutes sont vraiment cruciales. Donc moi, je vous invite à mettre un timer de 20 minutes et si vous voulez, ces 20 minutes, ça va être la durée dont vous avez besoin pour trouver votre flow en fait. Et souvent, quand on est parti, moi je le vois en fait dans les tâches qui sont compliquées, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai mis ça en place, et franchement ça marche super bien sur moi. Alors peut-être parce que c'est nouveau, et que voilà, peut-être que le hack fait son effet, et peut-être qu'il fera plus son effet. En tout cas, je vous le donne, voilà, mettez un timer de 20 minutes, ou une demi-heure si vous voulez, et au bout de ces 20 minutes, vous verrez si vous avez envie d'arrêter ou pas, mais en général, on est dans un flow, et ensuite, une fois que c'est parti, on est sur notre lancée, on n'a plus envie de s'arrêter, parce que la difficulté du début est passée, donc et on n'a plus envie de s'arrêter pour subir cette difficulté, donc généralement c'est plus facile de continuer. Donc je vous donne ce petit conseil, essayez de l'appliquer pour faire en sorte que vos plages horaires soient vraiment mises à contribution de la bonne manière, c'est-à-dire qu'elles soient productives quoi. Et avant de vous mettre à votre bureau, essayez de faire en sorte d'avoir tout à disposition. C'est-à-dire, vous avez le café, vous avez nourri le chat, le chien, vous avez ouvert les volets. Enfin, vous voyez, moi je sais que souvent je me fais avoir par ces petits trucs-là. Donc j'essaye vraiment de me dire, avant de me mettre à mon bureau, je fais des stories sur Instagram. Ensuite, je donne à manger mon chien, j'ouvre les volets, et je prends mon café, c'est très important. Et une fois que j'ai tout, c'est bon, j'ai plus à bouger pendant moins 2 heures, là, c'est bon. Et du coup, ça vous évitera de, à chaque fois, sortir de votre concentration, parce qu'à chaque fois qu'on se lève, on sort, en fait, de ce flow, en fait, de productivité et de concentration. Donc c'est important de rester le plus longtemps possible. C'est un petit peu, moi, la comparaison que je fais souvent, c'est un petit peu comme si on plongeait dans la mer, vous voyez, quand on est... Des fois, moi, quand j'ai du mal à me concentrer, que je vois que je suis très facilement distrayable, j'ai envie de dire que je suis à la surface. C'est-à-dire que je regarde un petit peu, il y a un bateau, là, enfin, ça, c'est les distractions, quoi, si vous voulez. Mais une fois on plonge comme ça dans la mer, quoi, si vous voulez, plus on plonge profondément, plus c'est difficile de revenir à la surface où il y a toutes les distractions et donc plus on est dans un flow, si vous voulez, profond de concentration et de productivité. Donc c'est vraiment important de, voilà, pendant 20 minutes vous plongez là, vous foncez dans le profond de la mer, quoi, si vous voulez, et comme ça vous allez trouver un endroit sans distraction, au calme, dans votre productivité la plus optimale. Donc essayez, voilà, dans ces plages horaires le plus que vous pouvez d'avoir ce temps juste pour vous, vraiment. Communiquez ça à vos proches, essayez de le faire comprendre à votre conjoint et à vos enfants aussi. Essayez de leur faire comprendre à quel point c'est important pour vous. Essayez, si vous le pouvez, de vous faire aider pour la garde de vos enfants. Et si vous avez du mal à vous dire « Oh là là, mais je suis chez moi et je vais faire garder mes enfants et que vous avez l'impression d'être une mauvaise mère ou un mauvais père pour ça », rappelez-vous que votre activité, c'est aussi un vrai travail. Voilà, le but c'est de gagner de l'argent, le but c'est d'en faire un business rentable, donc c'est important de le considérer dès le premier instant comme un vrai travail. Et quand vous êtes au travail, vous n'êtes pas avec vos enfants. Donc il faut pas culpabiliser par rapport à ça. Vous êtes en train de construire quelque chose, il faut vous donner les moyens d'y parvenir. Encore une fois, vous ne pourrez pas travailler sur tous les aspects de votre business en même temps, vous ne pourrez pas communiquer sur Instagram, créer votre site internet en même temps, trouver votre style, etc. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Et même de toute façon, même quand on est à son compte et qu'on a 100% de son temps libre, c'est pas possible non plus. Moi, je pense qu'il faut quand même y aller étape par étape. C'est important de pas s'éparpiller parce que quand on fait plein de choses en même temps, on va pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc n'oubliez pas que chaque chose en son temps, développer une activité, ça prend du temps, c'est normal, vous n'êtes pas seul dans cette situation, vous n'avez rien loupé et ce n'est pas une course. Voilà, j'ai envie de vous dire, vos rêves n'ont pas de deadline, donc prenez le temps qu'il faut, mettez-y vraiment de l'intention, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre cette activité, comme je vous l'ai déjà dit, dès le début, comme un vrai business. Donc le prendre vraiment très au sérieux, c'est important pour avancer
de façon plus efficace. Donc maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin sur cette idée de temps et sur comment retrouver du temps pour créer, je vous invite à écouter l'épisode 64 qui se trouve sur elodie-illustration avec un s.net/64. Je vais pas développer ce sujet plus longtemps ici parce que j'ai d'autres erreurs à vous partager. Donc on passe tout de suite à l'erreur numéro 2 qui est penser que le secteur est bouché. Alors ça c'est quelque chose que j'entends très régulièrement au sein de ma communauté. Alors vous avez certainement dû l'entendre ça, que le secteur de l'illustration il était bouché, que avant c'était plus facile de percer que maintenant, etc. etc. Qu'est-ce que c'est qu'un secteur bouché? C'est un secteur, si vous voulez, où l'offre excède la demande. Mais dans le milieu de l'illustration, il n'y a pas de place, si vous voulez, à pourvoir, puisque c'est pas un métier de salarié. Alors il y a des illustrateurs qui sont salariés, mais ça c'est un autre sujet, et voilà. Mais moi je vous parle de l'illustration en tant que freelance. C'est quand même les 3/4 des illustrateurs sont illustrateurs freelance. Voilà, donc c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Quand on est freelance, il n'y a pas de place à pourvoir, si vous voulez. Il n'y a pas de nombre de places définies, puisque en fait, en tant qu'illustrateur freelance, bon, il y a plusieurs branches de l'illustration, mais si on fait de l'illustration de commande, c'est-à-dire qu'on veut travailler avec des clients, bah en fait on comprend vite que toutes les marques, toutes les entreprises dans le monde, bah, sont des clients potentiels, et que tous ces clients potentiels vont pas avoir un seul projet, mais ils peuvent en avoir des centaines, vous voyez? Et quand on sait que grâce à Internet, bah, on a absolument plus de barrières, même pas la barrière de la langue, parce qu'aujourd'hui, avec Google Traduction, on peut très bien écrire un mail en anglais. D'accord? Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas un nombre de places à pourvoir en fait. Donc ça c'est une pensée qui peut vraiment vous faire du mal, de vous dire et de vous assonner en permanence, de vous mettre des coups de bâton comme ça en mode de toute façon c'est impossible, j'y arriverai jamais, il n'y a pas assez de place, etc. J'arrive trop tard. Tout ça, ça vous rend pas service quoi si vous voulez. Mais vraiment pas. Ça vous maintient dans cette situation de vous dire bah je suis mince, j'ai loupé le coche quoi. Alors que non, c'est complètement faux. C'est le coche, il n'y a pas de coche quoi, donc vous avez rien loupé du tout. Donc dans l'illustration en fait, chaque projet, chaque commande d'un client est une opportunité pour vous de générer des revenus et donc de gagner votre vie. Et donc vous voyez bien que en pensant de cette façon, bah vous vous rendez compte que le nombre de commandes et de projets et d'opportunités il est infini. Et c'est pour ça que je répète souvent qu'il n'y a pas de compétition entre les illustrateurs. Alors parfois, je reçois des mails où on me dit bah c'est bien gentil, c'est bien mignon tout ça, mais c'est pas trop réaliste. Bah moi vraiment j'y crois dur comme fer et je l'ai constaté. Par exemple, si vous voyez un illustrateur travailler pour une marque, bah ça vous empêche pas de démarcher la marque. Et si la marque décide de travailler avec vous, bah ça veut pas dire que vous lui avez piqué le boulot. Parce qu'en fait, la marque, elle en avait fini avec cet illustrateur, elle avait fait un projet qui nécessitait le style d'un autre illustrateur. Maintenant qu'ils ont un autre projet, ils ont peut-être un autre besoin auquel vous correspondez mieux, et donc vous avez rien volé à l'autre illustrateur, vous voyez? Et pareil pour vous, si vous travaillez pour un client, n'ayez pas peur qu'on vous pique votre client. Je veux dire, si ça s'est bien passé, etc., que le client a besoin, encore une fois, de faire appel à vous parce qu'il a besoin d'un style similaire et que le prochain projet sera voilà, dans la même veine, ok, là, il aura envie de faire appel à vous. Mais s'il a un nouveau besoin avec un mood complètement différent, et qui nécessite un style complètement différent, bah, il va faire appel à quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il va faire appel, peut-être pas un illustrateur, mais un photographe ou un graphiste, enfin que sais-je. Donc vous voyez qu'il y a tellement de possibilités qu'on n'est pas en compétition en fait. On a tous des styles différents qui peuvent s'adapter à justement des projets différents, et donc on n'est pas en compétition. Donc en fait, la réussite d'un freelance, d'un illustrateur, une illustratrice freelance, de quoi ça dépend? Bah ça dépend de la qualité de son travail déjà, pour commencer, de sa capacité aussi à s'adapter aux tendances, de prendre un petit peu comme ça le pouls de la société pour voir un petit peu où le vent nous amène, tout en restant authentique. C'est important de pouvoir intégrer des tendances dans son style pour le faire évoluer, le rendre plus frais quoi si vous voulez, mais tout en restant quand même cohérent dans son univers, dans son style, etc. Mais aussi son succès dépend de ses compétences en communication. Encore une fois, vous n'êtes pas en compétition. La seule personne avec qui vous êtes en compétition, c'est vous-même et personne d'autre.
Maintenant, j'ai envie de vous donner un petit peu le switch à faire dans votre tête par rapport à ça. Comment changer d'attitude par rapport à cette pensée limitante comme quoi le secteur de l'illustration serait bouché. C'est vraiment d'arrêter d'être hyper comme ça, protecteur de votre gagne-pain, etc. Arrêtez avec ça parce que franchement, on a tout à gagner à collaborer, à échanger entre artistes. En plus de ça, vous savez que c'est un métier qui parfois peut être opaque. Alors moi, j'essaye de donner des conseils, mais il y a des choses qui sont malheureusement qui restent opaques, notamment je pense aux tarifs. Il n'y a pas de réglementation, donc c'est un petit peu, voilà, l'expérience qui fait qu'on va apprendre à définir ses tarifs, mais justement, pour toutes ces raisons-là, c'est important qu'entre artistes, on se serre les coudes. On a beaucoup plus à apprendre les uns des autres. Tout à l'heure, j'ai fait un live avec les membres d'Éclairé dans ma communauté. Éclairé, c'est mon membership pour les artistes. Il n'est pas encore ouvert, hein, donc je vous... voilà, mais on a fait un live, on fait ça de temps en temps, juste pour papoter. Et de fil en aiguille, on s'est un peu partagé nos tips, les imprimeurs, les fournisseurs, etc. Il n'y a pas de compétition, ça fait gagner du temps, quoi, vous voyez, plutôt que d'être dans son coin, d'essayer de tout trouver tout le temps tout seul. Là, vous voyez, ça se fait naturellement. Et en plus de ça, le soutien qu'on peut recevoir de nos pairs, c'est-à-dire de personnes qui sont dans la même situation que nous, qui parlent la même langue, quoi, si vous voulez, il est hyper précieux parce que même si on a un entourage proche, parfois ils comprennent pas ce qu'on fait et puis ils savent pas, ils ont pas les bons mots, alors que les gens qui sont dans la même situation que nous, qui font le même métier, si on est un peu ouvert, si on a envie d'échanger avec eux, ils peuvent vraiment nous amener loin. Et ce, même si vous êtes du genre à rester dans votre coin, être un peu solitaire ou introverti, moi c'est mon cas, je suis très introvertie, mais ce que j'ai compris, c'est que quand on a trouvé son crew, quand on a trouvé sa communauté, bah c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir et surtout on reçoit beaucoup plus de soutien. Vraiment, je vous invite à changer votre manière de penser par rapport à ça. Ok, alors ça c'était l'erreur numéro 2, maintenant on va passer à l'erreur numéro 3 qui est de penser que il faut absolument que vous travaillez à fond sur votre compte Instagram pour le faire grandir, pour gagner en visibilité et de cette façon toucher une clientèle. Alors ça c'est une grosse erreur parce que croyez-moi que quand on n'a aucune connaissance en marketing, c'est très difficile de faire grandir son compte Instagram du jour au lendemain. Déjà de base c'est très difficile, mais en plus de ça, si vous avez aucune connaissance marketing, ça va être vraiment très très compliqué. Donc de toute façon, si vous me connaissez un petit peu, si vous connaissez mes contenus, vous savez que je vous ai toujours dit qu'Instagram, ce n'était pas un outil magique, que ce n'était certainement pas l'outil le plus efficace pour gagner en visibilité, donc je continue à rester droite dans mes bottes, même si encore une fois j'adore cette plateforme et que voilà, j'adore y traîner, j'adore y trouver de l'inspiration, j'adore communiquer avec ma communauté dessus, mais je sais que c'est pas le vecteur principal du trafic sur mon site internet, de la façon dont je génère mes revenus, etc., etc. Il y a une phrase très connue que vous avez certainement dû entendre, c'est que le nombre d'abonnés, ça paie pas les factures. Bon, ça c'est toujours une vérité, hein. Et d'ailleurs, le nombre d'abonnés n'a rien à voir avec la réussite et les finances, puisque sinon, bah, tout le monde achèterait des abonnés et les gens qui achèteraient des milliers d'abonnés, ils gagneraient leur vie, etc. Si c'était aussi facile que ça se saurait. Le problème, c'est que quand on achète des abonnés, par exemple, donc on se retrouve du jour au lendemain avec 20 000 abonnés, par exemple, et ben on a une communauté qui n'est pas engagée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas commenter, qu'elle va strictement n'avoir rien à faire finalement de ce que vous postez, de vous, de votre vie et de tout ce que vous partagez. En gros, c'est ça. Et on veut pas de ça. On veut pas développer une communauté qui soit pas engagée et surtout pas l'acheter. Du coup, ça, vraiment, si vous y avez pensé, oubliez cette idée, c'est vraiment la pire idée que vous puissiez avoir. En plus de ça, on le voit tout de suite, hein, un compte Instagram qui a acheté ses followers, on le voit, parce que la première publication, si elle a 3 likes et pas de commentaires, on va tout de suite se dire, bah, comment ça se fait? C'est pas possible, c'est pas logique, avec 20 000 abonnés, ou même 30 000, ou 50 000, vous voyez? Donc ne faites pas ça. Alors, plutôt que d'acheter des abonnés ou essayer de développer votre compte Instagram de façon organique mais avec des stratégies commerciales que tout le monde déteste, essayez plutôt de développer vos compétences en marketing. C'est-à-dire essayez de comprendre le bénéfice que vous apportez à votre communauté et essayez de tout miser là-dessus pour apprendre à valoriser vos produits, valoriser vos services, créer du lien avec votre communauté si vous avez envie de développer une boutique en ligne ou à vous imposer comme un leader ou une leaduse si vous voulez faire de
l'illustration de commande, notamment en mettant en avant les social proof, etc. Ça non plus, je vais pas le développer aujourd'hui parce que j'en ai parlé dans l'épisode sur les 3 stratégies à adopter sur Instagram en fonction de votre branche. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode 65, elodie-illustration avec ernest.net/65, comment utiliser Instagram en tant qu'illustrateur ou illustratrice. Donc ne vous concentrez pas sur le nombre d'abonnés, et concentrez-vous plutôt sur la qualité de votre audience. Et si votre objectif principal c'est pas forcément d'avoir une boutique en ligne et de vendre à des particuliers, bah vous prenez même pas la tête en fait à développer une communauté engagée. Travaillez plutôt sur votre portfolio, considérez Instagram comme un autre portfolio sur lequel bah, les clients vont pouvoir tomber et donc voir comment vous communiquez, etc. Mais voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à votre activité, si vous en êtes vraiment au balbutiement, ne mettez pas tous vos œufs dans ce panier-là parce que c'est pas forcément le meilleur panier et c'est souvent une des erreurs que je vois dans ma communauté. Et juste un petit mot pour terminer par rapport à Instagram. Si Instagram c'est pas votre truc, si les réseaux sociaux c'est pas votre truc, il y a un autre moyen de toucher son audience, plus intime, où il y a moins de bruit, c'est la newsletter. D'ailleurs, ça prend de plus en plus d'ampleur et ça me fait plaisir parce que moi, c'est un mode de communication, si vous me connaissez, que j'adore parce que justement, il est plus intime et moi, en tant qu'introvertie, c'est quelque chose que je préfère parce que j'ai l'impression d'être moins exposée au monde plutôt que, par exemple, faire une vidéo YouTube. Vous voyez, c'est pas le truc où je suis le plus à l'aise. Bon, je le fais quand même parce qu'il faut un petit peu se challenger, mais je suis beaucoup plus à l'aise à communiquer via une newsletter, par exemple. Ok, alors maintenant, erreur numéro 4, alors il y en a 6. On est à l'erreur numéro 4, c'est le fait de ne pas penser qu'on puisse travailler à l'international. Tout à l'heure, j'en ai déjà un petit peu parlé, et j'en parle souvent dans mes podcasts. Quand on est illustrateur, on peut travailler avec le monde entier. Qu'est-ce qui nous retient de travailler avec des Américains ou des Chinois en fait? Bah rien, parce qu'on travaille sur Internet. On a tous accès, normalement, à Internet, à une boîte mail, à un clavier, à un ordinateur. Donc à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez vraiment travailler avec les gens du monde entier. Et vraiment, c'est important de pas vous bloquer parce que c'est vraiment de vous couper l'herbe sous le pied que de vous dire non mais je me sens pas légitime, donc du coup j'ai déjà travaillé avec les clients locaux, les clients qui sont à côté de chez moi, je vais faire je vais mettre des prospectus et donner des cartes de visite un petit peu autour de chez moi et puis on verra bien comme ça. Alors dans un premier temps, vous pouvez éventuellement faire ça, il n'y a pas de problème, si c'est vraiment au début, etc. Par contre, il faut très très vite que vous vous rendiez compte que votre champ d'action, il va être très très petit, très très restreint. Il va falloir très très vite que vous mettiez en place un site internet, des réseaux sociaux, histoire de pouvoir ensuite toucher une audience beaucoup plus large en termes de potentialité de commandes surtout. Parce que l'audience, c'est une chose, mais moi je vous parle surtout de clients, de projets. Et forcément, si vous touchez qu'une clientèle locale ou nationale même, vous coupez un peu l'herbe sous le pied quand même, parce que vous fermez la porte à tout le marché européen, américain. Il y a vraiment plein de choses à faire, quoi. Il y a plein de projets. En plus de ça, le marché anglo-saxon, il est super ouvert à l'illustration, donc ils sont vachement plus ouverts que nous. Même si ça est en train de changer, la France est de plus en plus ouverte aussi, donc ça fait plaisir, mais soyez ouverts, vraiment, soyez ouverts à cette éventualité de travailler à l'international, et ce, même si vous parlez pas anglais. Aujourd'hui, vous avez Google Traduction, vous avez un super site qui s'appelle DeepL, je crois que c'est ça, je mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en gros, aujourd'hui, quelle que soit la nationalité de votre client, même si c'est en Allemagne, en Suède, je sais pas, en Chine, les gens vont vous parler en anglais, en fait. Tout le monde sait parler en anglais dans les entreprises en général. En tout cas, ils savent tous se débrouiller pour envoyer des mails et arriver à se faire comprendre et arriver à demander ce qu'ils souhaitent. Si vous savez parler à peu près anglais, c'est trop bien. Si vous avez des petites notions, vous pourrez quand même vous en sortir. Et si vous savez vraiment pas dire un mot d'anglais, bon, ça va être plus difficile, mais vous avez toujours moyen de traduire un mail tel quel et de faire un copier-coller dans DeepL ou Google Traduction pour pouvoir avoir votre mail en anglais et pouvoir l'envoyer à votre interlocuteur. Donc vraiment, vous avez plus d'excuses. On est en 2024, il y a tellement d'outils à votre disposition pour pouvoir écrire un mail. D'ailleurs, je suis en train de penser, en même temps que je suis en train d'enregistrer cet épisode, vous pouvez très bien mettre votre mail dans ChatGPT et vous lui demander de traduire en anglais. Je suis sûre qu'il va vous sortir un truc nickel. Donc vraiment, vous avez plus d'excuses aujourd'hui pour pas travailler avec des clients internationaux. Si aujourd'hui vous posez la question de comment trouver les contacts, de la même façon que vous trouvez les contacts en France, c'est-à-dire via LinkedIn, via des extensions de type Hunter ou Voilà Norbert, je crois que c'est ça, j'ai jamais utilisé celle-ci mais je sais qu'elle existe aussi, qui vous permet d'aspirer les mails directement dans les sites internet.
Voilà, petite astuce au passage, si vous connaissiez pas cette astuce, c'est cadeau. Et de cette façon, vous pouvez trouver des mails de n'importe quel type de client, français, anglais, allemand, peu importe. Et ensuite, vous pouvez leur envoyer un mail en anglais. Donc ne vous fermez pas de porte. Il n'y a que vous pour vous fermer cette porte-là, parce que vraiment, en tant qu'illustrateur, on a quand même cette chance d'avoir la possibilité de parler sans mots, quoi, si vous voulez, grâce à nos images, grâce à nos illustrations et notre art, j'ai envie de dire. Donc franchement, ne vous privez pas de cette manne de projets, de travail potentiel qui est à portée de main, quoi, vraiment à portée de souris, j'ai envie de dire. Donc ne vous fermez pas cette porte. Vraiment, ça c'est une grosse erreur. Alors je sais que certains d'entre vous avaient besoin de contact humain, avaient besoin de cet échange, de ce lien, voilà, qui justement peut-être vous en manquait parce que peut-être vous avez fait un travail par le passé qui était trop sur le net et aujourd'hui vous avez besoin de retrouver ce lien humain. Rien ne vous empêche de faire des marchés, de faire des expositions ou des choses comme ça par moment. Mais par contre, si vous voulez vivre de votre passion à 100%, il va vraiment falloir que vous pensiez de manière internationale. Et l'un n'empêche pas l'autre, vous pouvez très bien faire des marchés de créateurs si ça vous plaît d'échanger avec une clientèle, etc. Et en même temps, faire de l'illustration de commande ou prospecter dans le monde entier. C'est pas incompatible non plus. Donc ce sujet, c'est un sujet que j'avais abordé dans l'épisode 55, donc si vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet, je vais pas m'attarder, mais vous pouvez vous rendre sur elodie-illustration avec un s.net/55. Ok, donc maintenant on va passer à l'erreur numéro 5, c'est de penser qu'on n'est pas encore légitime pour travailler avec un premier client. C'est le fait peut-être de se dire qu'on n'a pas le niveau, que de toute façon on est autodidacte, donc à quel moment on a assez confiance pour aller prospecter nous, alors qu'en fait on n'a pas fait d'école, on n'a pas le niveau, on a tout appris par nous-mêmes, etc. Quelle audace que de penser qu'on aurait le droit de travailler avec des clients. Ça vraiment, ça c'est une grosse erreur aussi parce que vous le savez peut-être pas, mais il y a plein d'illustrateurs sur le marché qui travaillent aujourd'hui qui se sont fait tout seuls et qui ont appris des choses tout seuls. Alors, forcément, quand on a appris les logiciels, notamment les logiciels de type Photoshop ou Illustrator, moi je sais que j'avais essayé avant et j'avais un peu galéré, mais à l'époque il n'y avait pas autant de contenu en ligne pour vous apprendre des choses. Aujourd'hui vraiment vous avez tellement la possibilité d'apprendre plein de choses de manière gratuite si vous avez du temps pour chercher, ou de manière payante si vous avez envie d'aller plus vite et trouver vraiment le contenu qui vous convient, etc. Mais vraiment, vous avez tout à portée de main aujourd'hui, à la portée de clic, encore une fois. Donc être autodidacte, ce n'est pas du tout un handicap aujourd'hui. Et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont autodidactes. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de mon expérience aussi. Moi, je suis sortie de l'école en 2005. Et à l'époque, je savais un petit peu bidouiller sur Photoshop, mais quand je revois mes illustrations de l'époque, je peux vous dire que c'était vraiment nul. Enfin voilà, la colorisation c'était vraiment succinct, voilà, je ne savais pas faire, clairement, j'avais pas d'organisation, de stratégie, de technique, tout simplement, de processus. Et en fait, ce processus, je l'ai développé au fil du temps, au fil des projets, au fil du travail. Vous savez, on dit souvent qu'on apprend mieux sur le terrain. Enfin, moi, chez moi, comme le travail physique est beaucoup plus valorisé, vu que je viens d'un milieu où tout le monde travaille dur. Mes parents sont agriculteurs, j'en parle souvent dans ce podcast. Souvent, les gens disent « Ah bah, de toute façon, l'école, ça sert à rien. Il y a pas mieux que le terrain pour apprendre. » Bon, je suis pas complètement d'accord et je pense que ça ne concerne pas toutes les branches, hein. Bien évidemment, on va pas apprendre à être avocat dans un tribunal, mais en tout cas, concernant le dessin et l'illustration, je pense que c'est pas complètement faux. Je pense qu'effectivement l'école vous apporte des bases, mais qu'ensuite l'école de la vie, il n'y a rien de mieux pour apprendre, se perfectionner, apprendre à trouver sa façon de travailler à soi aussi, parce que moi personnellement je trouve que j'ai trouvé ma bidouille sur Photoshop et qu'un autre illustrateur n'aura pas du tout la même, vous voyez. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous enleviez de la tête. C'est pas parce que vous êtes autodidacte que ça vous handicape au point de ne pas pouvoir percer. Et c'est pas parce que vous êtes autodidacte que vous méritez moins qu'un autre de travailler et donc que vous devez vous empêcher d'aller au-devant de clients potentiels et que vous devez vous empêcher par exemple de prospecter, de proposer de votre travail, etc., etc. Je pense qu'on se fait toute une montagne parfois de ce que sont les attentes de nos clients potentiels. On se dit mais en fait j'ai pas le niveau, c'est sûr, je suis sûre qu'ils travaillent avec des illustrateurs qui cartonnent, etc. Mais moi ce que j'ai pu réaliser, alors on se met une pression qui n'a pas lieu d'être déjà premièrement. Et deuxièmement c'est que souvent ce que j'ai pu constater c'est soit
on va tomber sur un client qui va nous driver, étape par étape, donc il sait exactement ce qu'il veut, donc il va dire, bon bah là, il faut que tu fasses ci, ça, 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 ça. Voilà. Si ça va pas, il y a des modifs, hein, donc c'est souvent compris dans le devis, donc il n'y a pas de souci. Soit on tombe sur un client comme ça, soit on va tomber sur quelqu'un qui est encore plus paumé que vous. Et donc dans ce cas-là, que vous allez vous devoir driver. Alors là vous dites bah oui mais du coup je ne sais pas comment les driver. Bah en fait il va falloir faire un peu du fake it until you make it, c'est-à-dire que vous allez prendre les choses à bras le corps, accompagner votre client pour l'amener d'un point A à un point B, qu'il sache exactement ce dont il a besoin. Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai besoin qu'un client me dise exactement ce qu'il veut. J'ai horreur, et je pense que c'est... moi, si je suis comme ça, je sais pas si tous les illustrateurs sont comme ça, mais qu'on me dise « Ah bah alors du coup, on voudrait une illustration d'une ambiance un peu féerique, voilà, dans une ville, mais on vous laisse carte blanche, on a confiance en vous, etc. » Alors là, c'est le meilleur moyen pour avoir un truc où vous allez avoir 15 000 retours. Donc non. Demandez à votre client ce qu'il veut, des précisions, dites-lui que c'est un peu trop flou pour vous, que vous avez besoin de savoir quel type de décor il veut, quel type de personnage, combien, etc. Enfin voilà, parce qu'en fait c'est pas à vous de faire tout le travail, parce que sinon vous risquez d'avoir un client qui va réfléchir en même temps qu'il verra vos illustrations et vos propositions. Si vous êtes dans ce cas-là, vous allez devoir poser les bonnes questions à votre client pour qu'il sache exactement de quoi il a besoin. Après c'est du tâtonnage, vous trouverez votre rythme et votre processus de travail au fur et à mesure que vous allez travailler avec des clients, mais rien de tel que le terrain pour se faire la main encore une fois. Et donc face à cette peur d'être autodidacte, face à cette peur de ne pas être légitime pour travailler avec des clients, je pense qu'il faut que vous fassiez la part des choses entre vos peurs, qui sont pas forcément légitimes, et vos lacunes, qui elles du coup seraient une raison valable pour que vous ne sentiez pas complètement légitime. C'est-à-dire que si vous avez de vraies lacunes techniques, par exemple vous ne savez pas scanner correctement vos illustrations, bah ça c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez à identifier déjà, ce type de lacune, et ensuite que vous appreniez à combler. Encore une fois, on peut tout apprendre sur internet, donc aujourd'hui tout est possible. Par contre, si vous avez peur de pas être parfait du premier coup, de pas avoir exactement toutes les réponses, toutes les bonnes phrases à dire du premier coup à votre client, que vous allez peut-être être perdu à des moments, bah, j'ai envie de vous dire c'est le métier qui rentre, et la fois d'après ça ira mieux, et la fois d'après ça ira encore mieux, et de fil en aiguille vous allez gagner en confiance et vous allez devenir pro tout simplement. Mais vous pouvez pas être pro dès le premier jour quoi. Forcément il va falloir que vous fassiez vos preuves entre guillemets, que vous trébuchiez peut-être par moment pour pouvoir apprendre de vos erreurs et grandir dans votre activité. Donc un conseil, n'attendez pas de vous sentir légitime pour travailler avec des clients, parce qu'il y a de grandes chances que malheureusement vous vous sentiez jamais vraiment complètement prêt, que vous ne sentiez jamais complètement légitime. Ça c'est un peu une utopie de se dire ah bah quand j'aurais fait ci je me sentirais plus fort, ou quand j'aurais fait ça, etc. Il y a des choses, il faut apprendre à vivre avec certaines peurs, avec certaines craintes. Alors évidemment vous allez gagner en confiance au fur et à mesure que vous allez évoluer dans votre activité, au fur et à mesure des jalons que vous allez atteindre et des succès que vous allez obtenir, bien sûr, mais malheureusement les doutes et les craintes généralement elles nous accompagnent toute notre vie, et donc il faut apprendre à les apprivoiser, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, force de succès et de jalons atteints justement, on pourra se dire ok, je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà prouvé par le passé. C'est comme ça que la confiance naît, et c'est comme ça qu'on arrive à passer au-dessus de nos plus grandes peurs. Donc apprenez de vos erreurs, ajustez le tir au fur et à mesure, et lancez-vous avant de vous sentir prêt. On n'est jamais complètement prêt ou prête. Et ne vous dites pas que vous avez envie d'atteindre la perfection avant de proposer votre travail, avant de montrer votre portfolio, etc. D'ailleurs ça c'est un truc qui m'agace, parce que je trouve que ça manque un peu de modestie de se dire je vais proposer un truc parfait. La perfection ça n'existe pas. Au fur et à mesure que vous allez évoluer, votre niveau d'exigence il va évoluer aussi. Donc en fait cette perfection vous l'atteindrez jamais. Je trouve que c'est tout à votre honneur aussi de proposer des choses qui sont imparfaites, que vous allez pouvoir faire évoluer au fil du temps, et justement les gens vont vous suivre parce que vous allez avoir cette évolution et qu'ils vont vous voir grandir, etc. Donc autant commencer dès maintenant à proposer des choses avant de vous sentir prêt, avant de vous sentir légitime. C'est tout à votre honneur justement d'avoir peur, mais de quand même passer au-dessus de cette peur. Ok, nous arrivons à la dernière erreur, l'erreur numéro 6, celle de se comparer en permanence. Se dire par exemple qu'on a
pas le portfolio aussi chargé et complet que nos concurrents, qu'on n'a pas le même niveau, qu'on a encore une fois moins de connaissances parce qu'on est autodidacte, etc. La comparaison, c'est vraiment ce qui ôte la joie dans tout ce qu'on fait en fait. Parce qu'en fait, quand on se compare de cette manière-là, on se concentre que sur le négatif. Et donc ça a tendance forcément à anéantir notre morale et notre énergie, quoi. Donc vraiment attention à la comparaison. Si vous sentez que c'est quelque chose que vous avez du mal à arrêter de faire, arrêtez de suivre ou mettez en sourdine les comptes qui vous font du mal, qui font mal au cœur quand vous les voyez, qui vous filent des complexes. Vraiment essayez de mettre en sourdine ces comptes. Vous n'êtes pas obligé de vous désabonner, c'est un peu radical, mais essayez de les mettre de côté, de faire en sorte de plus trop les voir, de plus regarder les stories, etc. pour pas que ça vous le repropose, etc. à chaque fois. Je parle d'Instagram, si vous n'êtes pas sur Instagram, ça se passe comme ça, vous pouvez voir la personne en question, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous fait du mal, c'est ok de mettre ces personnes-là en sourdine. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre parcours, c'est votre parcours. Vous êtes dans vos rails. Les rails des autres, on s'en fiche. Vous, c'est les vôtres. Concentrez-vous sur votre route à vous et ne regardez pas du côté du voisin, parce que du côté du voisin, ce qu'on voit, c'est le sommet de l'iceberg. Vous avez aucune idée de ce qui se passe en dessous, vous avez aucune idée de tous les doutes, les échecs, etc. que cette personne a pu avoir. Tout ce que vous voyez, c'est « Ah bah dis donc, waouh, c'est beau, elle a fait tout ça, elle a fait tous ses projets, son portfolio il est canon ». En fait, ça fait combien de temps qu'elle est dessus, combien d'échecs, combien de jours elle a peut-être pu pleurer cette personne, combien de déceptions elle a dû encaisser pour en arriver là en fait. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc en fait, ça sert à rien de se comparer, même si c'est dur. Mais encore une fois, je pense qu'il faut mettre un peu son ego de côté, de se dire, mais ok, elle est arrivée là, c'est chouette, moi je veux arriver au même résultat, comment faire ? Vraiment de transformer cette énergie négative en quelque chose de positif, en motivation, en moteur, quoi, si vous voulez, pour vous dire, ok, je veux ça. Comment je fais ? Comment elle a fait ? Comment modéliser ? Si ça peut vous driver, c'est ok de vous comparer. Mais si ça vous fait du mal et si ça vous coupe l'herbe sous le pied, arrêtez de vous comparer et vraiment mettez tous les réseaux de côté. Ouais. Moi, je sais que personnellement, il y a des moments où ça va me stimuler de voir des concurrents, voir ce qu'ils font, etc. Et il y a des moments où ça va me mettre vraiment au plus bas. Donc en fait, j'essaye de faire attention à mon mood pour pouvoir un petit peu me gérer, quoi. Gérer mes émotions, gérer mon moral, et pour pouvoir gérer mon énergie et ma capacité, en fait, à continuer, quoi. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de continuer, c'est d'avancer sur ces rails à soi, encore une fois. Et c'est important d'identifier tous les obstacles qui peuvent vous en empêcher. Tous les efforts que vous mettez, toute la détermination dont vous faites preuve et la persévérance, ça demande du courage. Donc vraiment, soyez fiers de vous par rapport à ça. Tout le monde va pas forcément le faire. Tout le monde va pas forcément passer au-dessus de ces obstacles-là qui sont liés à l'état d'esprit, au mindset. Donc soyez fiers de vous. Essayez de vous projeter dans 1 an, dans 2 ans, pour essayer de voir où c'est que vous avez envie d'être à ce moment-là. Ça peut vous aider. Voilà, encore une fois, la comparaison, ça peut être quelque chose de stimulant, mais si c'est pas le cas, si ça vous bouffe le cerveau, recentrez-vous sur vous-même, concentrez-vous sur vos objectifs, concentrez-vous sur vos progrès, notez intentionnellement tous les petits steps que vous atteignez. C'est important que vous en preniez conscience en fait, parce que c'est ce qui va vous procurer justement de la confiance, de la fierté. Donc c'est important d'en prendre conscience et de mettre un peu les autres de côté, quoi, dans ces moments-là. Concentrez-vous sur vous, c'est important. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur ou la meilleure pour percer dans l'illustration. Moi je pensais que quand je suis sortie de l'école, comme j'étais loin d'être la meilleure, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des brutes dans mon école, je me suis dit, bon, c'est mort, j'ai pas leur niveau, donc je n'y arriverai pas. Ce que j'avais oublié, enfin ce que je ne savais pas, c'est que il y avait aussi de la place pour les gens qui sont un peu moins bons, quoi. Vous voyez, comme moi. Il y a de la place pour plein de gens, en fait, dans le milieu de l'illustration. Il y a tellement de besoins différents que tous les styles ont leur place. Et du coup, tous les styles ne demandent pas la même exigence de dessin, de détail, de connaissances en anatomie, en perspective, en tout ce que vous voulez. Moi, vous voyez, ça, c'est des choses qui me sortaient par les yeux. Et je pensais que parce que je savais pas dessiner tout, sans modèle, je n'étais pas une assez bonne dessinatrice et donc je ne percerais pas. C'est une erreur, voilà, je l'ai appris sur le tas. C'est tout à fait possible de percer dans l'illustration, même si on n'est pas la meilleure
ou le meilleur des dessinateurs, des peintres, etc. Vraiment, il y a de la place pour tout le monde à condition que vous gériez votre technique, que votre travail soit de qualité. Encore une fois, je précise parce que si nos fichiers sont pixelisés, c'est flou parce que c'est mal géré, etc. Ça, non. Mais par contre, si vos fichiers sont bien gérés, si c'est propre, il n'y a aucune raison que vous perciez pas dans l'illustration, et ce, même si vous savez pas tout dessiner, vraiment. Donc ne laissez pas cette peur se mettre en travers de votre route. Et voilà, on a fait le tour des 6 erreurs classiques chez les créatifs. Si l'une de ces erreurs a résonné en vous, j'espère vraiment que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous aideront à la surmonter. C'est vraiment ce que je vous souhaite, arriver à surmonter toutes vos craintes, toutes vos peurs pour pouvoir atteindre vos objectifs plus rapidement. Maintenant, si vous avez d'autres peurs ou d'autres blocages que je n'ai pas mentionné aujourd'hui parce que je pouvais pas parler de tout, j'ai envie que vous posiez la question: en quoi penser de façon négative vous aide à atteindre vos objectifs? En quoi ça vous sert concrètement? À part à vous faire vous sentir tout petit, tout minuscule, impuissant ou impuissante, ça vous sert pas en fait, ça vous aide pas à atteindre vos objectifs. Donc vraiment, j'ai envie de vous encourager à changer de perspective, à changer votre façon de voir les choses. Des fois, c'est vraiment juste une question de pivot, de réfléchir d'une autre façon pour changer les choses en fait, et voir les choses avec beaucoup plus de perspective que vous en avez aujourd'hui, où vous avez l'impression d'être devant un mur et que rien n'est possible. Vraiment, je vous assure que il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête et dans votre mindset. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase quelque part, mais c'est pas pour rien. Donc, le mindset, c'est quelque chose que vous devez travailler toute votre vie en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, j'espère qu'avec ces 6 erreurs, vous aurez fait un petit peu de chemin avec moi. Donc merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aidera en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Illustration de Podcast. Prenez soin de vous. Bye bye.